j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas, mais ce qui m'a, disons, vraiment impressionné, c'est la distance qu'il y a entre, justement, comment dire, la compréhension mathématique précise, etc., de l'ampleur d'un concept, par exemple, et la difficulté qu'il y a à transmettre cette compréhension de telle sorte qu'elle devienne, comment dire, palpable, qu'elle crée une image mentale et qu'elle devienne utilisable. Et pour moi, c'est le problème principal que j'ai vu dans cette conférence. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de m'adresser à des mathématiciens ou à des physiciens et à savoir quel est leur, ce qu'ils peuvent comprendre et ce qui, par contre, demandera plus de difficultés. Ici, j'ai été, comment dire, j'ai été parachuté dans une assemblée dont j'ai perçu une écoute remarquable. J'ai perçu, en fait, qu'ils comprenaient quelque chose sans en connaître les détails, mais j'ai aussi compris la difficulté colossale qu'il y a à pouvoir faire fructifier certaines idées, parce que pour les faire fructifier, elles ne pourront pas fructifier sans qu'il y ait derrière la compréhension vraiment de la mathématique qui est derrière. Donc c'est ça mon impression. C'est ça mon impression fondamentale. C'est un petit peu dans ce sens, mais transversal. Et moi, j'ai été très touché par justement cette distance que moi j'appelle entre deux, entre un champ clinique, mais qui est agrémenté d'un discours relativement formel, qui est celui de Lacan, ou plutôt agrémenté de la partie formelle du discours de Lacan, parce qu'il a aussi une partie littéraire, poétique, etc. Et que cette clinique, ayant cette surface ou cette épaisseur au-dessus qui est la partie formelle du discours de Lacan, moi j'ai senti une tension pour essayer de la pousser plus haut d'un cran, et si ça peut faire sens, pour arriver à s'approcher de sa conceptualisation mathématique. Évidemment, l'écart est énorme, mais en même temps, il pose la question, est-ce que cet écart peut être un jour comblé? C'est pas sûr. Et peut-être, c'est là que je me demande, mais ce sont des questions, je pense qu'il y a une dimension symbolique intrinsèque dans ces formules de Lacan, dans cette partie formelle, et que, imaginons qu'on trouve des passerelles pour la couler ou l'écouler dans un champ purement mathématique, je me demande ce que deviendrait cette dimension symbolique qui est la sienne. Et donc, si... Alors, maintenant, on va discuter. Enfin, je donne un des aspects, je ne veux pas trop rallonger, ça reviendra dans la discussion. Voilà. Moi, je pense que ce qui est important pour nous, en tout cas pour moi, pour la psychanalyse, c'est pas de coller et de comprendre parfaitement le sens des mathématiques ou de la métaphysique ou de la logique ou etc. C'est plutôt à quoi ça peut nous servir, et c'est un mode de rapport, c'est-à-dire qu'il y a différents modes de rapport de la psychanalyse avec des champs connexes, dont les mathématiques, et il ne s'agit surtout pas de coller à quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est plutôt un décollage. Avant de passer la parole à Patrick, excuse-moi, si tu veux, la réponse à cette question, d'abord, la réponse à la question de Daniel, c'est que il y a
cette notion mathématique de topos classifiant qui cadre exactement avec l'idée. Donc après, il y a du travail. La réponse à votre questionnement, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de coller, mais il s'agit de comprendre que les mathématiques sont une usine qui fabrique des concepts d'une précision absolument incroyable et qui sont là, qu'on doit vous donner. On doit vous les donner, prêts à utiliser. C'est ça que nous avons comme devoir de faire, parce que les mathématiques, c'est pas des calculs, c'est pas vrai. La principale fonction des mathématiques par rapport à la société, c'est de créer des concepts. Et de créer des concepts qui ne sont pas en l'air, qui ne sont pas fumeux, qui sont très très précis, et qui, par la force des mathématiques, ont une vertu génératrice. C'est-à-dire, ce ne sont pas des concepts morts, ce ne sont pas des mots que l'on met sur des choses, ce sont des concepts qui ont un pouvoir générateur. Certainement. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je ne suis pas sûr qu'on ait besoin qu'on donne à la psychanalyse des concepts prêts à utiliser. Il faut toujours en passer par le dialogue et par la construction commune. D'accord. Ben oui, mais en une phrase, on ne peut pas toujours s'expliquer, etc. Et je pense que comme lieu créateur de concepts puissants, il y en a d'autres, il y a la métaphysique, sur M, et il y a la psychanalyse. Hier, quand j'écoutais les discussions d'hier après-midi, ce qui était tout à fait juste, de dire que qu'est-ce que les mathématiques apportent à la psychanalyse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait ce colloque et qu'on en a fait. Mais dans votre livre, il y a deux concepts puissants. On a beaucoup, hier, dans les questions qui vous ont été posées, on a soulevé la puissance du concept de topos. Ce que je reconnais que c'est intéressant. Et la puissance du concept d'inconscient. Et cette puissance-là, comment elle nourrit et comment elle a nourri, peut-être inconsciemment, la mathématique du XXe siècle. Donc il faut qu'il y ait une dialectique. Bien sûr. On est là pour ça. Oui, avec ça, je suis alors absolument d'accord. Et je mets un petit bémol. Mon petit bémol, c'est que, et ça, je remercie, je pense qu'on remerciera jamais assez les mathématiciens. Moi, je suis étonné qu'ils s'intéressent par contre à l'inconscient. Je pense que nous avons beaucoup plus à apprendre d'eux, y compris pour notre clinique, parce que on parle de concept, mais tu sais, si tu vois le S barré poinçon petit a, le baptême du fantasme, c'est vrai que si tu présentes ça à un matheux, il faut expliquer S. C'est-à-dire ça leur demande aussi un énorme effort pour comprendre simplement comment nous on écrit un certain nombre de choses, tu vois, S barré, poisson vendé, enfin tous ces trucs-là. Moi je suis extrêmement admiratif et ce qu'il m'a semblé, je suis surpris qu'il y ait eu tellement de gens qui sont encore là. Les mathématiques, ce que j'ai appris, je ne le savais pas, voilà, c'est clair, que c'est finalement quelque chose d'extraordinairement humain qui met en jeu le mathématicien lui-même comme sujet. Et ça, je veux dire que ça... Alors, c'est sans doute pas tous les mathématiciens, mais comme pas tous les psychanalystes non plus, il faut être clair, mais tous les mathématiciens qui étaient ici, on pouvait leur parler, on pouvait discuter avec eux, on pouvait... Ça, c'est incroyable, enfin incroyable, c'est formidable. Moi, je suis très content de cela. Alors, je pose ma question suivante, elle concerne vos points d'accord et vos points de désaccord. Peut-être, ce qui m'intéresse le plus, c'est de vous entendre sur les points sur lesquels vous ne seriez pas d'accord concernant la manière utilisée jusqu'à présent ou envisageable de faire appel aux mathématiques pour réfléchir à l'inconscient, pour élaborer des théories, la façon dont Lacan a utilisé les mathématiques dans ses élaborations théoriques, et tout type de questions liées aux relations entre les mathématiques et l'inconscient, aux relations entre Lacan, ou l'absence de relation entre Lacan et Grothendieck. Donc, quels sont vos désaccords
sur ces questions, et peut-être pour arriver à ces désaccords, le plus simple serait de commencer par ce sur quoi vous avez le sentiment d'être d'accord. Donc je vous laisse répondre à ces questions dans l'ordre Inverse. oui, alors on va tourner comme Dans ça. l'ordre peut-être. inverse de ta question, je voulais dire. C'est ça que je voulais dire, ou dans l'ordre L'inverse des Franchement, c'est une question très difficile pour moi parce que tu as tout à fait raison, ça a été souligné quand on discutait dans les interconférences. Là, beaucoup de gens disaient oui, mais alors il faut vous faire attention avec votre truc archaïque, vous allez nous créer un clone, ou des choses comme ça. Ils ont raison de penser ça parce que ça peut sembler être vers ça qu'on va avec ce qu'on peut dire du topos, mais j'ai envie de rassurer. Je crois qu'il faut faire confiance à nous, c'est notre métier, mais aussi aux mathématiciens. C'est le problème du être à 10 pas de la vérité ou être à la vérité. C'est pas, on a le droit, comment vous dire, les mathématiciens ont une façon de penser qui leur appartient et qui fait qu'ils arrivent à développer des idées. Bon, nous avons les nôtres. Les nôtres, elles se font à partir de la patte humaine. Ce qu'on ne leur demande pas, dans le fond. Mais ce qui me paraît formidable, c'est qu'on puisse quand même se causer. Et on peut se causer parce que, dans le fond, c'est un peu court. Enfin, je veux dire, je ne vais pas vous le... Enfin, on verra. Chacun parle à partir de ce qu'il est, mathématicien ou psychanalyste. Est-ce qu'on décide, oui ou non, de pouvoir se parler, malgré le fait qu'on sait, enfin, pour moi, hein, donc, je veux dire pour moi, il me semble que c'est tout à fait recevable ce que j'ai entendu dans les intercours, et je suis obligé de faire confiance aux mathématiciens avec lesquels je vais parler, pour quand ils vont me dire, mais tu sais, il y a peut-être un topos qui est celui qui résoudrait tout, comme un fantasme fondamental ou un truc comme ça, qui serait radical, qui serait bon pour tout le monde, lui dire, non, je crois que c'est pas possible, parce que chacun de nous a sa singularité. Et je lui fais confiance pour comprendre. Et j'accepte que, en maths, eh ben, c'est possible que ça ne fonctionne pas comme ça, qu'il puisse être dans la vérité ou à 0 pas de la vérité, alors que nous, on sait qu'on va toujours être à un certain nombre de pas plus ou moins grands de la vérité. Ceci dit, pour en avoir parlé avec Alain, ce qui est aussi vrai, c'est que c'est son histoire, c'est pas la mienne, hein, de pas de la vérité, cette histoire mathématique qui en a choqué certains avec qui j'ai pu discuter. C'est vrai pour nous aussi. Quand on interprète, mettons, un rêve, c'est à plusieurs strates. Et au fur et à mesure de l'interprétation du rêve, nous nous approchons d'un certain type de vérité qui n'est pas toute la vérité, mais on s'en approche de plus en plus. C'est tout à fait valable, sans avoir besoin de penser qu'à la fin, c'est 0 pas de vérité. Mais pour nous aussi, ça existe, les pas vers la vérité. Qu'est-ce que tu penses du pas de vrai sur le vrai? Du quoi? Pas de vrai sur le vrai. C'est pas mal. C'est pas mal dit. C'est pas mal dit. C'est de Lacan. Moi, ça fait longtemps que je suis convaincu d'une certaine proximité entre les deux façons de travailler, en tout cas au niveau théorique. Parce que je pense que ce qui nous rejoint, c'est la question du logos. C'est-à-dire que le psychique et les mathématiques ont affaire au langage, alors, et de manière différente, mais ces langages et la logique qui les organise, qui sont au cœur à la fois de la théorie psychanalytique et de votre pratique, je suppose. Tout à fait. Donc, que Lacan ait dit à un moment, à juste titre, que la conscience est structurée comme un langage. Alors, beaucoup de psychanalystes encore aujourd'hui disent oui, c'est la poétique. Ce qui est ok. C'est-à-dire que la vérité de Lacan, c'est dans son rapport à la poésie. Mais le langage
on est bien d'accord qu'il y a une affinité de langage et même dans les mathématiques d'aujourd'hui, on parle toujours des langages nécessaires pour... je crois que Grothendieck a parlé des topos comme le langage nécessaire à la construction de sa vaste vision. Et la cohomologie aussi. Oui, bien sûr. Oui. Après. Alors, poursuivons. Et je n'ai jamais déconsidéré les formules de Lacan, les mathèmes de Lacan, ou le discours de Lacan, et jamais, jamais. Et donc, je n'ai pas eu à faire le mea culpa de Alain, j'ai dit simplement que les mathèmes, les formules, plutôt les formules, parce qu'il y a des phrases qui se donnent comme des mathèmes, c'est-à-dire comme des enseignements autonomes complets. Et j'ai simplement dit que je ne m'en servais pas, et sans doute parce que moi aussi je me fais des petites formules, et on s'en fait toujours. Et je ne sais pas, la formule la rencontre amoureuse, pour moi, ça mérite d'être au moins inscrit. Et moi, je l'écris comme CMCV sur à côté CVCM et 2 diagonales. Ça veut dire, c'est pas la peine, le corps visible et le corps mental de l'un se croisent avec le corps mental et le corps visible de l'autre. Et je suis immédiatement alerté sur le fait que c'est pas une bonne formule, parce que corps visible et corps mental sont eux-mêmes intriqués. Mais quand même, quand on est amoureux, on est ému et on pense, etc., en entendant les pas de l'être aimé qui approche, le bruit, la musique, etc. Donc ça se croise bien. Pour vous dire que Lacan, il avait une clinique en fait très simple, une clinique freudienne de quelqu'un d'hyper intelligent, mais qui jouissait d'un capital transférentiel gigantesque. Ça veut dire que si Lacan fait une coupure dans une séance, il n'y a pas à discuter. Le patient part avec cette coupure faite par Lacan. Et hier, j'ai entendu quelqu'un qui disait avec jubilation qu'elle avait pu faire une coupure. Elle peut la faire à un moment donné, à cause d'un hasard qui s'est produit. Mais un analyste qui s'amuse à faire des coupures lacaniennes et des scansions, pour moi, il est questionnable. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas ce capital transférentiel dont a bénéficié Lacan, qui lui permettait certains jeux que les autres ne se permettent pas. Mais pour le reste, il était honnêtement freudien, c'est-à-dire il écoute et il n'utilisait pas ces formules. Ces formules, il les utilisait pour son enseignement, pour son désir, je l'ai dit, de créer une signature qui balise le champ de la psychanalyse, qu'il tentait de s'approprier, c'est humain, etc. Donc, par rapport à ici, c'est pas du tout mon genre d'aller dans un groupe où des gens manipulent des formules, etc., pour leur dire que ça sert à rien. Donc, là n'est pas la question. Si je me suis permis de poser la question de l'utilité, à quoi ça vous sert, dont je me réjouis qu'elle est reprise,
à quoi ça sert? Ouais, j'ai posé. Oui. Vous avez dit ça. Comment l'utiliser? Et sans vous en rendre compte. Donc, si je me suis permis de poser la question à quoi ça sert, c'est que Patrick, ici présent, a dit ce tort, c'est de la clinique. Alors, j'ai demandé un peu plus. Et il dit ça me libère des toutes sortes. Attends, je termine. Ça me libère de toutes sortes de choses, des équivoques, etc. Très bien. Je dis, mais ça, on peut s'en libérer sans. Et comme j'ai insisté, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et moi, j'ai trouvé que cette réponse était formidable. Parce que ça veut dire, je suis bien avec cet objet, avec ce tort. Je me sens plus en sécurité. Et surtout, si j'apprends que ce tort, il s'articule à un objet reconnu dans la mathématique et avec en plus tout ce qu'il faut pour classifier ce que je veux, alors je me sentirai vraiment très bien. La question... Tu penses à ma place, là, je m'excuse, tu racontes ton histoire, mais Non, enfin, tu es en train de raconter ce que je pense, je m'excuse. Là. Tu vas pouvoir répondre. Je prolonge la phrase sur le plan générique. Ça veut dire l'analyste qui recevrait ce topos dirait on a ce qu'il faut, etc. Il se sentirait bien. Quant à savoir si il peut s'en servir, mais c'est une autre affaire. Et peut-être que ce n'est pas la vraie question. Non, donne-moi, s'il te plaît. Tu me le renverras. Non, mais je te le redonne après, je te promets. Non, comme ça fait 3 fois que tu me reprends là-dessus, alors je vais te dire la vérité. La vérité... Je m'écarte. Non, pas la vérité. Ce que je t'ai dit, t'as pas compris. Voilà ce qu'il faut dire. Alors, c'est peut-être pour ça que tu trouves ta façon de raconter les choses. La patience, t'es quand même habitué des jeux de mots, non? Patience, c'est patience. C'est-à-dire que tu pars avec le nœud, tu ne te sers pas de la science. Oui. C'est-à-dire que tu pouvais au moins... après ça, t'as plus qu'à inventer que je sais pas trop quoi. Mais c'est ton problème. Je vais te dire honnêtement, ta question... Est-ce qu'on dit honnêtement? Non, on s'en fout. Non, par contre, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de saisir l'occasion pour préciser. Oui, alors je vais préciser. L'usage. Ce que ce tort montre, à mon avis, et ce qui est dit du tort, c'est non seulement qu'il y a un moment pour faire, c'est que ce moment, on ne peut rien faire pour le provoquer, et que ce moment, on peut juste, quand la contiguïté arrive, bondir. Faire, comme Freud disait, le lion ne bondit qu'une fois. C'est à ça qui sert le tort. C'est-à-dire, pas du tout, justement, être dans le savoir, dans la science. C'est justement sur le coup, comme dit Freud, bondir, le lion ne bondit qu'une fois. C'est le moment, le tort, il montre précisément ça, qu'il y a un moment pour bondir, et en plus, il vous donne plutôt confiance, parce que si ce moment est passé, il ne faut pas s'inquiéter, il reviendra. Bon, alors j'espère réconcilier ce qui se passe, et je vais essayer d'expliquer de manière concrète en quel sens le tort est utilisable, en quel sens vraiment précis. Vous voyez, ce qui compte dans la pelote de laine qui s'enroule, ce qui compte, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a le temps de la physique qui est là et qu'on pourrait dérouler, mais en fait il s'enroule sur le tort. Et dans le tort, il y a, au sens naïf, il y a deux notions de voisinage. On parlait de voisinage, on en a parlé souvent. Il y a le voisinage d'être proche sur la ligne qui va s'enrouler. Ça, c'est très fort. Ça demande qu'on soit, je sais pas moi, à 5 minutes d'intervalle, etc., sur cette même ligne. Et puis, il y a la ligne qui s'enroule. Et elle met beaucoup de temps pour s'enrouler. Elle met beaucoup de temps, des jours et des jours, peut-être des années, pour revenir proche de là où elle était au départ. Et
ce que Patrick a acquis en échangeant avec moi, c'est une image mentale de ce tort. Cette image mentale de ce tort est dans son esprit maintenant, et il peut l'utiliser. Il peut l'utiliser pour justifier sa patience d'attendre que l'enroulement, qui se fait très très lentement, finisse par revenir près du point de départ. Et ce n'est pas une image triviale, ça n'est pas une image que l'on pourrait trouver dans la rue, etc. Donc, et c'est une image qui, du fait qu'elle est mathématique, enrichit notre langage. On parlait de langage, justement. Ce que les mathématiques peuvent apporter, elles peuvent apporter un enrichissement de nos images mentales, de nos concepts, de notre langage, qui font que devant une situation donnée, qui sera différente chaque fois, nous puissions imaginer, nous puissions avoir une image mentale de ce que va être l'individu en question, son topos individuel, et que nous puissions noter certaines propriétés, etc., qui, comme tu le disais par exemple pour la rencontre amoureuse ou des choses comme ça, aura certaines notations, mais qui nous permettront d'affiner considérablement notre perception des choses, parce que nous avons enrichi notre langage, et que le langage mathématique est un langage qui est précis, qui nous donne des images mentales, et qui nous permet de nous raffiner, qui permet d'affiner notre perception de l'extérieur. C'est ça que ça fait, le langage mathématique. Mais là, cette précision, elle est qualitative, en l'occurrence, avec cette image. Parce que la patience du psychanalyste, il l'avait avant d'entendre parler du tort. Non, mais il n'avait pas de représentation mentale. Et quand tu dis qualitative, il pourrait en faire quelque chose de quantitatif. C'est-à-dire que le psychanalyste pourrait se rendre compte qu'au bout d'un moment, il y a une certaine pente dans ses enroulements, etc. Et qui pourra, comme on peut prévoir les éclipses ou qu'on peut prévoir des choses, il pourra arriver, pourquoi pas, à une précision qui soit pas seulement qualitative, et qui devienne quantitative. Il y a des gens qui, chaque année, ont eu un comportement psychologique différent, j'en sais rien, je veux dire. Mais, donc, le fait que ça soit purement qualitatif, c'est quelque chose qui n'est pas, je veux dire, qui n'est pas définitif, loin de là, loin de là, loin de là. Oui, mais en fait, peut-être que vous faites pas le différent. Oui, mais sinon il va le garder pas. Non, j'y veillerai. Et ensuite, on passera aussi le micro dans la salle. Alors, juste en passant, la patience, dont malheureusement, on ne sait jamais à l'avance si c'est la bonne patience qui va voir surgir ce qui l'a justifié, ou si c'est la passivité devant quelque chose qui ne vient toujours pas et qui dit patience, patience, ça viendra. Donc, on ne sait pas. Deuxièmement, juste un point, et c'est vrai que je n'ai pas entendu patience, mais ma question demeure. Si vous avez appris la patience grâce au tort, d'autres l'apprennent sans le tort. Si vous avez appris la patience avec le tort, d'autres l'apprennent sans le tort. Moi, j'ai envie presque de donner un exemple clinique, mais ça prendra quand même quelques minutes, donc je fais circuler. Vous êtes patient? Oui. Eh bien, voilà. Tu n'as pas tort. Et j'ai pas de tort. Voilà. Et donc, il y a... Tu ne reconnais pas tes torts. Je me souviens d'une séance avec un patient phobique, plus exactement claustrophobique, mais la claustro, ça peut être très très vaste. Et donc, un jour, il dit que, après tout un travail, qu'il a réussi à pouvoir traverser un tunnel fameux qu'il devait traverser en voiture et qui le mettait en état d'angoisse. Et comment il a pu le traverser? En pointant dans le tunnel des points de reconnaissance, c'est-à-dire des points qu'il reconnaissait. Donc quand il arrivait au tunnel, il les reconnaissait. Et ça passait. Et voilà. Et un jour,
Et moi, je lui envoie un texto pour lui dire « Je ne peux pas être à la séance parce que j'ai un deuil. J'ai annulé des séances. » Et lui m'appelle ensuite pour me dire que la veille, avant que je lui envoie le texto, il avait fait un rêve où il rêvait que j'étais en deuil d'une jeune femme, enfin d'un être plutôt féminin. Et voilà. Et il me dit, et j'ai trouvé votre message, que vous étiez en deuil. Et là, il y a eu un moment d'émotion très fort, où il me dit, vous êtes la seule personne en qui j'ai pu avoir confiance, je vous en suis reconnaissant. Ça veut dire que là, le cercle de la répétition, des séances, voilà, où il y avait des points phobiques qu'on traversait ou pas, des reconnaissants ou pas, etc., a tilté un moment sur un point que moi j'appelle fibre et qui a contenu cette scène qui convoquait l'autre scène, à savoir le rêve, le hasard, enfin toutes sortes de choses. C'est comme ça que moi je me représente, ce n'est pas contradictoire, Non, pas du tout. avec le fait que c'est un cercle, et moi je guette dans le cercle de la répétition les points éclatants. Mais tu peux simplement projeter ton store sur le cercle et tu auras les fibres, si tu veux. C'est Eh ben, exactement équivalent. Eh bien, donc, sans tort et sans reproche, Il est là le tort. Oui. Tu as le cercle en bas et tu as ton cercle. je peux toujours, mais moi je vous ai dit que le tort dont je me servais intuitivement, parce qu'il faut que je vous dise aussi que sans les mathématiques, je n'aurais pas pu penser. C'est-à-dire que je pense avec les mathématiques, donc avec les intuitions qui me viennent, soit du langage mathématique, et de toute façon vous bénéficierez toujours de ce que j'appelle un entre-deux langues, la langue mathématique et la langue psychanalytique ou la langue de la vie courante. Il y a quelquefois des coïncidences incroyables. Quand je faisais des cours à Vincennes là-dessus, sur rêve, etc., et je prenais par exemple un espace et je prenais un revêtement, et s'il y a un groupe, le groupe d'homotopie de l'espace, il a autant d'éléments qu'il y a de trous. Donc, on découvre qu'il y a autant de feuillets du revêtement qu'il y a de trous. Et ça parle aux psychanalystes. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un trou, vous faites un recouvrement. Et vous en faites autant qu'il y a de trous. Moi, je trouve ça génial. C'est pour éclairer la dynamique du refoulement, défoulement, etc. Pour fermer la parenthèse, il y a donc un entre-deux langues. Et si cette contiguïté mathématique et psychanalyse pouvait activer le travail de l'inconscient, parce que l'inconscient, il ne s'agit pas pour moi, de créer son espace. Le vrai espace, c'est ce qui se passe entre conscient et inconscient. Non, mais ça, on en a déjà parlé cet après-midi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à l'entrée de l'inconscient et à la sortie de l'inconscient. Et d'ailleurs, le temps se déclenche à la sortie de l'inconscient, quand ça rentre dans le conscient. Voilà. Il n'y a pas tant de désaccord que ça, je suis un petit peu déçu. Mais... Il n'y a pas de désaccord. Il n'y a pas de désaccord. Oui, Pierre.
sur un cercle. Ouais. Il y a les films qui sont des cercles. Ouais. Et quand tu te balades, tu fais ça. C'est pas du tout. Oui, alors, j'ai pas très bien compris de quoi vous parliez, mais je voulais reprendre sur ce que disait M. Cohn juste avant. Quand vous dites que le point de vue du topos peut donner aux psychanalystes un outil pour mieux comprendre et pouvoir même donc mieux comprendre son patient et mieux pouvoir prévoir ce qui va se passer, comment il va. Je pense qu'il y a une chose, alors peut-être que vous n'en avez pas assez dit et que vous le savez déjà, mais j'ai l'impression que quand vous parlez comme ça, vous parlez de psychologie. Non, absolument. Parce La que là, différence, non, la différence, Ok. justement, c'est le topos, c'est la différence entre psychologie et psychanalyse. D'accord. Vas-y. Si vous voulez, ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on a découvert avec Patrick. C'est justement, si vous voulez, notre interaction n'est pas du tout partie d'essayer d'utiliser les mathématiques pour la psychanalyse, pas du tout, absolument pas. Elle est partie d'abord de la logique, et du fait qu'un individu a chacun une logique particulière, qui n'est pas la logique du vrai ou du faux, mais qui devient la logique du vrai ou du faux à un instant donné. Alors ça, c'était un point de départ. Mais le vrai point de départ, ce qui a tout déclenché, et c'est la seule chose à laquelle je m'accroche, si vous voulez, je me tiens, c'est une chose fondamentale, c'était cette métaphore que moi j'avais trouvée il y a un certain nombre d'années, indépendamment de la psychanalyse, et qui était cette métaphore que Grothendieck, ce qu'avait trouvé Grothendieck, c'était qu'au lieu d'étudier un espace en le regardant, ce qu'il fallait faire, c'était mettre cet espace comme paramètre dans les coulisses, où on ne le voit pas, et faire des choses ordinaires, faire de l'algèbre, faire de la géométrie, comme on fait d'habitude, mais avec un paramètre caché. Et que c'est en apprenant à comprendre l'espace qui est dans les coulisses, à travers ces manifestations dans l'ordinaire, que l'on arrivait à aller beaucoup plus loin qu'en regardant cet espace directement. Et alors quand on a compris que ça s'appliquait merveilleusement à ce qui se passe, justement, si vous voulez, quand un individu va se comporter à peu près normalement, mais que quand on a cette expérience pour le topos, d'avoir compris cette métaphore, d'avoir compris la puissance incroyable qui a résulté de cette invention de Grothendieck, justement, de ce concept, si vous voulez. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la chose essentielle. Là, on ne se trompe pas, si vous voulez. Alors, quelle est la place de quelque chose qui émerge, qui était complètement inattendu et qui relève d'une logique différente de la logique principale de tel ou tel sujet? Alors, c'est ça qui est merveilleux, et je crois que Stéphane en a donné des exemples. C'est-à-dire, il y a des exemples extrêmement simples de topos, extrêmement simples, qui sont de nature combinatoire, et dans lesquels on voit apparaître une logique qui est propre au topos, et qui est très très différente de la logique du vrai ou du faux. Et il faudrait écrire le topos pour les nuls. Bon, ben alors, oui, il faudrait écrire le topos pour les nuls, mais c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Il y a un certain nombre de pages dans le livre qui sont... Bon, on a essayé d'être pédagogique. Et on a essayé donc de vous donner l'exemple le plus simple possible. Il est plus simple que l'exemple que donnait Stéphane et qu'avait aimé Daniel. Cet exemple, ce n'est pas deux applications de l'ensemble en lui-même, non, c'est une seule application. C'est ce qu'on avait appelé le topos des évolutions. On en parle dans le livre. Et ce topos, c'est incroyablement simple, c'est incroyablement surprenant de savoir que si on regarde non pas les ensembles, mais les ensembles avec une transformation de l'ensemble, toutes les propriétés ordinaires de la théorie des ensembles sont vraies. Il y a toujours un objet final, etc. Anatole, je vais te donner la parole. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer, il faut quand même... On n'apprend pas les maths en écoutant. Pour comprendre les maths, il faut au moins, je veux dire, essayer de réfléchir un petit peu. Et si vous réfléchissez à cet exemple, il est dans le livre, vous aurez vraiment fait un grand, grand pas. Parce que vous aurez compris l'incroyable variété qu'il y a, justement, dans cette logique
Et cette logique dont parlait Grothendieck, qui n'est pas la logique ordinaire, et qui l'entre-deux ne suffit absolument pas pour ça. C'est des logiques bien plus imaginatives que ça, et qui font que, justement, grâce à cette variété, grâce à cette profusion d'exemples, on va pouvoir s'adapter à des exemples, on va pouvoir s'adapter à des cas, etc. C'est ça que j'essaye de faire passer. C'est tout. Alors, je vais faire passer le micro. Je passe d'abord à Jean-Jacques Mostovic. Oui, merci beaucoup pour ce colloque, parce que je voulais dire combien j'en suis content. Bon, moi je suis pas matheux du tout, je crois que je me débrouille pas trop mal avec la psychanalyse et les patients qui viennent me voir. Et ce que dit Daniel Sibony est très juste. Le capital de transfert de Lacan est gigantesque, était gigantesque, il est toujours gigantesque. Mais quand je suis allé chez lui pour me former, pour travailler, ce capital, moi je m'en fichais. C'était pas ça. La preuve en est, si je puis dire, en étant chez lui, rue de Lille, je disais des choses comme ça, genre petit A, S-barré, machin, il me foutait dehors immédiatement. Il s'en fichait complètement de ces trucs quand il était avec quelqu'un qui venait le voir pour une analyse, un contrôle. Et un jour, je me rappelle très bien, j'ai dit à ce patient, demande, c'est à moi, trouver autre chose. Bon, et ça, c'était ce que vous venez de dire, M. Combes, c'est-à-dire comment on peut mettre de côté, par le dessous, ailleurs, et c'est comme s'il me disait ça et que je l'acceptais surtout, mettre ça ailleurs et trouver le propre mot. Alors pour le mot demande, c'était un peu difficile de trouver un autre mot. Mais ce que je veux dire par là, c'est combien... hier, il y a quelqu'un qui a dit que Lacan, c'était celui moi, la vérité, je parle, c'est pas du tout ça qui s'était dit. On a dit de lui, c'est Pontalis, un élève haineux de Lacan, qui a dit que Lacan voulait être celui dont on pourrait dire que la vérité... Lacan a repris ça, mais c'est pas lui qui l'a dit. Mais ce que dit Daniel est très juste, c'était pour son enseignement public. Mais pour parler d'un enseignement privé ou le déroulement d'une séance, pas question de dire quoi que ce soit qui lui appartenait. Hein. Il fallait trouver par soi-même, s'autoriser, et c'est encore un mot de lui. Et c'est là où, un jour, bon, je raconte un peu quelque chose qui s'est passé avec lui, j'étais tellement pas content des séances raccourcies, petites et tout, alors que j'ai compris bien sûr après ce que c'était, j'ai fait un rêve où je supprimais le mot immédiat. Et il me regarde, il croise les mains, il dit immédiat. Et moi j'ai dit immédiat. On est resté 5 minutes en silence. Évidemment, la séance était en plein silence. Alors je ne sais pas comment les matheux peuvent interpréter le silence de l'analyste et de l'analysant. Il me semble que la pratique de Lacan, voilà, ce transfert massif qu'on fait sur lui, sur son savoir, c'est ça qui fait que les matheux ont besoin d'en parler. Mais c'est vrai pour et que les matheux en parlent et que les analystes parlent. C'est ce transfert gigantesque qui permet, alors c'est peut-être pas le mot transfert, c'est cette façon, cette façon extraordinaire qu'il avait de formuler, par exemple dans ce cas de l'immédiat, c'est le fait de l'avoir répété, le mot immédiat est devenu insignifiant, alors que c'était un énoncé pour moi, c'était insignifié. Hein. Et c'est là où, avec lui, on avait cette possibilité de penser. Et quand il me flanquait dehors, la cour de Lacan, c'était des pavés. Et entre les pavés, je lisais des choses qui me concernaient, j'allais dans le café d'à côté et je commençais à noter. Donc c'est ça Lacan aussi. C'est pas celui qui s'est coltiné avec les formules. Non mais d'accord, mais ça c'était tiens, ça compte énormément. C'était votre analyste, ça c'est vrai de tous les analystes, les analysants. C'est pas que les analysants de Lacan qui disent ça. C'est mon analyste qui avait des S-poinçons à dire à tout le monde et que j'avais au moins aussi à accumuler. Bon. Non mais je veux dire, tout le monde a ce rapport-là avec son analyste Oui, de transfert. Oups. Oui. Non, il est ça. Allô. Je crois qu'il y a quelqu'un qui Quelqu'un Oui. Pierre. Donc, puisque je suis intervenu ici, que j'ai... voilà. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé Lacan et beaucoup la topologie du sujet. Donc, il y a d'abord les répartitoires au début de la lettre volée, qui s'articulent ensuite avec les graphes, donc le schéma L, le schéma R, etc. Tout ça se déduit l'un de l'autre au fur et à mesure du travail qu'il élabore. Du schéma L et du schéma R, il arrive donc aux surfaces, puisque le schéma R est un plan projectif
il le note il y a la note de 66, enfin j'y reviendrai pas. Donc tout ça est extrêmement articulé. Il part de petites lettres, il part d'une série, dans la lettre volée, il part d'une série de plus et de moins, et progressivement, en affinant ses outils, si je peux dire, ses outils topologiques et ses graphes, il en arrive donc à la topologie des nœuds. Et donc cette topologie des nœuds, elle reste quand même, comment je dirais, dépendante des surfaces, puisque les nœuds sont simplement les bords des coupures des surfaces. Hein? Ok, et donc, ce que je voulais demander, c'était simplement à propos du topos classifiant. Donc, pour l'inconscient, je vous dis, ça fait le travail de Lacan s'est élaboré et fini de faire, parce que le travail de René Lève aussi, la récursivité, les schémas qu'il a fait tout à l'heure, tout ça, ça s'organise sur le plan projectif. C'est-à-dire, en immersion, on peut faire le proscape, ça s'organise aussi sur l'espace meubien en général. Et je voulais demander, est-ce que le topos classifiant, ça ne serait pas tout simplement cet espace caché, cet espace mental qu'il y a à construire pour pouvoir faire fonctionner l'inconscient, qui se résume pour Lacan au plan projectif? Je veux dire, le plan projectif, c'est un exemple assez simple de topologie, mais je sais pas, les topos, c'est infiniment plus riche que ça. Donc, oui, mais... ça peut être un exemple. C'est un exemple. Mais tout ça, c'est des exemples, si vous voulez. Et ce que j'essaye de faire passer, c'est justement que, bien au-delà de la topologie ordinaire, bien au-delà de ces exemples, il existe un monde merveilleux. D'accord? Mais pour y avoir accès, il faut combien de doctorats? Non, pour y avoir accès, non, c'est pas vrai. Il faut lire, non, il faut étudier, lire des exemples simples, des exemples très simples. Je veux dire, même Daniel, je pense que tu y gagnerais à étudier, parce que tu parlais de catégories sur les catégories, c'est pas ça les topos. Je veux dire, c'est des exemples très très simples, à partir desquels on a des conclusions absolument époustouflantes sur une logique interne, sur ce que sont les points. Et des exemples extrêmement simples de topos, comme ceux qu'on a étudiés avec mes collaborateurs. Les points du topos forment un espace non commutatif. C'est quelque chose d'hallucinant. D'accord? Donc ce monde merveilleux, il faut essayer d'y accéder. Moi, c'est mon seul message. C'est mon seul et unique message. Donc je dois y aller, je vais terminer là-dessus. Mais je vous remercie en tout cas. Oui.